Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Alors pour ce mercredi, je vous propose de faire un coup de projecteur sur l'agent de développement dans notre rubrique C'est Sport avec notre ami Jamie Waimo. Donc aujourd'hui c'est mercredi, c'est les sorties cinéma, donc les sorties concerts. Donc on en parle avec notre amie Chloé dans notre rubrique demander le programme. Et enfin, donc pour notre rubrique Grandeur Nature, je vous propose de parler de la maladie du bananier, le Benchitop. Mais avant de développer tous ces sujets, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, je reçois aujourd'hui Gilbert Thuyenan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le ministre du Transport du gouvernement en Nouvelle-Calédonie. On est là aujourd'hui pour parler du rail, du réseau d'autocars interurbains qui fête ses 1 an. Alors, vous êtes satisfait, près de 40 autocars, 25 lignes, 380 arrêts. Vous êtes satisfait du travail accompli ? Le premier bilan que nous avons tiré la semaine dernière sur effectivement la mise en place depuis 1 an du réseau rail, c'est un bilan plutôt satisfaisant. Satisfaisant sur le niveau de la fréquentation du réseau, parce que nous sommes partis en moyenne en mars 2014 par exemple avec 16 000 passagers mois, et là nous avons fini au mois de décembre à 36 000 passagers dans le mois de décembre. D'accord. En termes de fréquentation, je le dis, en termes aussi du respect de l'outil. On n'a pas beaucoup d'incivilité à bord, il y en a quand même, mais voilà, c'est à la marge. Et ce qu'on constate, c'est que les usagers, et surtout les usagers du Nord, se sont appropriés cet outil-là. Donc le rail fait petit à petit partie du paysage de transport calédonien, et ça, c'est une grosse satisfaction, effectivement. Alors justement pour des tribus retirées comme par exemple Tchamba dans la vallée de Poneriwen, Wayaguet qui dans les tribus de communes, dans la commune de Yingen, donc on fait à l'ancienne, on se fait déposer en bas sur la route, oui. Comment ça se passe? Rappelez d'abord que le rail qui a été mis en place par le syndicat mixte des transports interurbains, le SMTI, son travail, c'est de s'occuper du transport interurbain, du transport entre les communes et entre les provinces. S'agissant de ce qui concerne le transport entre le tribut et les villages, ça relève d'un transport qu'on appelle le transport urbain, et ça relève plutôt de la responsabilité de chaque commune de Nouvelle-Calédonie. Nous, on est sur les réseaux, les axes les principaux, et on a ce réseau-là, sur le réseau à la fois, sur le réseau des routes territoriales et sur le réseau des routes provinciales. Parce que effectivement le SMTI, qui a organisé le rail, il regroupe le gouvernement, la province Nord, la province Sud, et depuis hier la province des îles Loyauté. Donc voilà, on s'occupe de ces grands réseaux de transport. Alors au niveau des équipements, on sait que beaucoup de choses ont été travaillées dans ces cars-là. Est-ce qu'il y aura des nouveautés? On sait qu'il y a également pour les personnes à mobilité réduite, donc pour les personnes handicapées, donc des choses qui ont été faites. Alors est-ce qu'il y aura des améliorations à l'avenir? D'abord, pour situer le plan d'équipement du réseau, on a d'abord consisté à investir pour acheter 40 bus pour pouvoir faire le transport des passagers. Donc 40 bus, c'était l'année avant-dernière, en 2013, 40 bus pour à peu près 1,2 milliard. Et le plan d'équipement consiste maintenant à installer 5 gares en Nouvelle-Calédonie. La plus importante, ou les 2 ou les 3 plus importantes seront, disons, Nouméa, Bourail et Koumak. Et à 2 autres gares de moyenne importance, une à Koné et une à Pointe-des-Mille. Nouméa parce que c'est là que tout le monde vient, et Bourail parce que c'est le nœud des transports. On arrive à Bourail, on va sur l'est, on va sur l'ouest. Là, il y aura une grosse gare. On équipera aussi avec des arrêts et des abribus un peu partout. Vous l'avez indiqué, 380 installations à peu près. Alors qu'est-ce qu'il y aura justement dans cette gare du côté de Bourail? Du côté de Bourail, nous sommes en train de travailler avec la mairie de Bourail, et les travaux sont bien avancés, à bien programmer les besoins. Ce sera un endroit où les gens pourront s'arrêter, il y aura des toilettes, il y aura même des douches, il y aura ce qu'on appelle les snacks et tout ça, il y aura un petit magasin, et le réseau sera installé là-bas. Moi, le souhait du gouvernement aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte que les personnels du SMTI migrent vers Bourail, parce que les passagers, ils viennent sur Nouméa, mais ils habitent de l'intérieur. Donc c'est là qu'on va faire une grande gare du réseau rail. À Koné, ça sera pareil, ça sera différent? À Koné, c'est une gare routière de moyenne importance.
Ce sera pareil aussi sur Pointimier. Et celui de Koumak, il sera un peu plus grand parce qu'il regroupe un peu le nœud du Nord, quoi. Les gens de Koumak, les gens de Karagomène, Poum, Ouégoua, Pouébo, voilà. Donc ce travail-là d'équipement, il suit petit à petit son cours. Et puis cette année, on va poursuivre l'investissement pour équiper les... Alors il y a la question aussi de la formation des chauffeurs au niveau des car rail. Sur les projets à venir, effectivement, il y a 2 projets importants qui ont été lancés. La première chose, elle consiste à lancer une enquête auprès des passagers, parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut qu'on soit au plus près des besoins de nos populations. Donc on va lancer cette enquête de satisfaction auprès des passagers, qui consistera à bien redimensionner les réseaux, par où il faut passer, par où il faut revoir les réseaux. Je donne un exemple. Là, nous venons par exemple de mettre en place sur Yingen 2 départs, une de chaque côté du bac de la Royem. Une ici à Royem, qui ramasse les gens du nord de Yingen, et une de l'autre côté, qui repart sur Pouébo et qui fait le nord. Ça parce que les passagers de chaque côté du bac étaient obligés de prendre les petites navettes pour aller au village pour récupérer le car. À Wailou, par exemple, la ligne va jusqu'à Poro, mais elle ne dessert pas Ouarai, Nekwe, Ba, Kaora, tout ça. Donc on va voir aussi comment on va faire pour organiser ça. Et cette enquête de satisfaction, elle va aussi nous permettre de bien redimensionner comment on appelle ça, les heures d'arrivée, de départ et tout ça. Et puis petit à petit aussi, pour commencer à dire à nos passagers qu'à l'occasion de l'installation des abribus, on va devoir sélectionner des endroits. Vous voyez, quand on passe une tribu, on ne peut pas se permettre d'avoir 3 ou 4 arrêts de bus dans une tribu. Il faut venir dans on va essayer de voir, compte tenu de l'importance des tribus, d'autres auront 2, d'autres auront un seul abribus. C'est pour pouvoir respecter les temps de trajet. Parce que la personne qui part, par exemple, de Poney-Erwin, qui prend le bus et qui va arriver à Bouraï, par exemple, pour aller sur Poya, ben, il faut qu'elle se connecte avec le réseau du rail qui part de Nouméa sur Koné, voire sur Koumak. Donc cette connexion va nous obliger à organiser matériellement sur le terrain les arrêts et puis aussi les temps de passage des bus. Alors, côté pratique, au niveau des achats des billets, comment ça va se passer? Est-ce qu'on pourra justement désormais acheter nos tickets par Internet? Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une quinzaine de jours, voire 3 semaines, là, au niveau du gouvernement, nous avons été livrés les premières parties d'une étude que nous avons lancée en 2013 sur la mise en place d'une centrale de mobilité en Nouvelle-Calédonie. Et les conclusions de cette première partie de l'étude disent qu'on peut faire ce type de projet. C'est quoi une centrale de mobilité? C'est une structure qui aura vocation à servir, comment dire, de point d'achat, de point de renseignement, dans les 2 sens d'ailleurs, sur les organisations de voyage comme sur les passagers. Je m'explique. Quelqu'un qui part par exemple de Poum et qui veut aller aux îles Loyauté, grâce à cette centrale de mobilité, elle pourra aller sur Internet, sur le site de cette centrale, voir pianoter avec son téléphone, payer le billet, mais non seulement payer le billet du rail, mais payer aussi le billet du bateau, voire de l'avion qui va aux îles. C'est ça qu'on a une centrale de mobilité. Et ça, c'est en bonne voie. Là, je vais lancer la 2e partie de cette étude et on espère que ça va être mis en route dès fin d'année 2016. Voilà, donc on peut en parler pendant des heures. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Donc, une chargée de mission a été nommée pour la sécurité routière. Quelles seront justement ses missions et surtout ses priorités? Vous savez que le constat que l'on fait aujourd'hui sur la sécurité, c'est que la Nouvelle-Calédonie est l'un des pays les plus mauvais au monde s'agissant de la sécurité sur nos routes. On a de fortes chances en Nouvelle-Calédonie de trouver la mort sur nos routes. Donc le gouvernement avait mis en place en 2013 ce qu'on appelle un plan quinquennal pour la sécurité routière. Et dans ce plan quinquennal, il y a un certain nombre d'actions schématiquement divisées en 2 grandes parties. Une partie qui concerne la prévention, c'est aller dans les écoles, dans les entreprises, dans les tribus, pour mieux réexpliquer les dangers de la route. Et l'autre partie, c'est la partie répression. Parce qu'on se rend compte que, ben oui, voilà, on fait toujours trop l'imbécile sur nos routes, donc il va falloir réprimander dans cette mesure. Donc la chargée de mission, elle est là pour mettre en place ce plan quinquennal. Elle est surtout là aussi pour porter la mise en place d'une agence de la sécurité routière. Parce que notre volonté, c'est de dire que les mesures qui vont être mises en œuvre pour ce plan quinquennal, il faut que quelqu'un le porte, il faut que quelqu'un en soit l'animateur, et ça consiste à donner le moyen à cette personne
pour recruter des animateurs de sécurité routière, pour créer un réseau de parrains de la sécurité routière, et puis surtout pour essayer de collecter des moyens pour la sécurité routière. Je rappelle simplement qu'il faut qu'on travaille sur 3 axes essentiels qui sont la cause principale des morts sur nos routes en Nouvelle-Calédonie, l'alcool au volant, l'excès de vitesse et le non-port de la ceinture de sécurité. Vous voyez, il n'y a que 3 chantiers qui nous attendent, mais ces 3 chantiers qui sont immenses, et c'est surtout l'histoire de bien sensibiliser nos gens, parce que la plupart des gens, malheureusement, qui meurent sur les routes, ce sont des jeunes entre 24 et 36 ans. Voilà, donc on aura l'occasion de recevoir la chargée de mission. Donc pour terminer réellement cet entretien, un message pour les passagers du rail. D'abord leur dire merci d'avoir respecté l'outil qui est là. Et puis je redis que c'est un outil de service public. Et qui dit service public dit que chacun, à la fois ceux qui conduisent les bus, mais aussi ceux qui montent dans les bus, se doivent un respect mutuel. Et c'est dans ce sens-là que nous allons lancer auprès des conducteurs de bus un grand projet de formation pour mieux qu'ils appréhendent mieux leur métier. Parce que transporter des personnes, il faut le faire dans de bonnes conditions, des conditions de confort, certes, mais aussi des conforts de sécurité. Voilà, Gilbert Tuénan, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie. Et on passe tout de suite à l'agenda du pays. Salut Anna. Salut Élise. On commence notre petite balade quotidienne autour du Caillou, si tu veux bien, avec une info qui nous vient de l'association Cadre Avenir, qui appelle les membres et tous les anciens stagiaires 400 cadres et cadres à venir participer à une journée d'hommage à Jean-Marie Tjibaou, qui est prévue le samedi 21 mars, et ça se passe à Yingen. Et on va préciser que cet hommage est un remerciement à Jean-Marie Tjibaou, qui a contribué plutôt à l'origine du programme 400 cadres, qui est devenu Cadre Avenir aujourd'hui. Un petit rappel, Élise, et puis la journée, donc le 21 mars, tous les participants sont attendus à partir de 9h30. On rassemble tout le monde au terrain de football de Yingen pour se diriger ensuite à la tribu de Tiandanit, où la famille Tjibaou attend tous les participants à partir de 10h. Si ça vous intéresse, si vous êtes un ancien 400 cadre ou cadre à venir, vous voulez aller à Yingen, eh bien vous pouvez contacter Joanne Ujikas pour avoir plus d'informations. Et c'est au numéro 80 08 69. Vous pouvez aussi le faire par mail à l'adresse suivante, acavnord@yahoo.fr. Et cette fois-ci, on fait un petit tour à l'extrême nord du pays, donc direction Koumak. De Yingen, on va sur Koumak et là, on va faire un petit rappel à toutes les personnes qui se sont inscrites à la dictée qui est organisée par la médiathèque de Koumak dans le cadre de la semaine de la francophonie. Eh bien, ça se passe demain, jeudi 19 mars à 17h30 dans les locaux de la médiathèque. Un contact pour ceux qui sont intéressés, qui veulent avoir plus d'infos. Le 47 12 22. Et voilà, pour la suite, on parle d'un rendez-vous recrutement à Koné. Un rendez-vous recrutement, donc jeudi, demain aussi, 19 mars. Et c'est un recrutement qui concerne les métiers du bâtiment, travaux publics. Et c'est organisé par la mairie de Koné en partenariat avec Cap Emploi. Rendez-vous donc à la salle Aoupitiri de 9h à 15h. Et surtout, n'oubliez pas d'emmener votre CV. Qui sait, vous décrocherez peut-être le boulot, le job qui vous intéresse. Un numéro vert est mis à disposition des téléspectateurs, enfin de tous les candidats. Et c'est le suivant, les 05 26 65. Voilà, donc on espère que ça pourra vous aider à trouver du travail dans le Nord. Allez, pour la suite, on coupe la transversale et on va à Pointe-Dimier. Alors, qu'est-ce qui se passe de beau à Pointe-Dimier? Eh bien, la médiathèque de Pointe-Dimier qui propose des projections tous les 3e jeudis de chaque mois à partir de 17h30 à la médiathèque. C'est une opération qui s'appelle Projection Jeunesse et comme son nom l'indique, eh bien, ça permet de réunir les enfants et les ados autour de 2 films. Alors, donc, ce sont des nouveautés ciné ou juste des classiques? Rien de tout ça, Élise. En fait, ce sont des films qui ont été diffusés lors du festival à Nouro-Mboro ces dernières années. Et demain, 19 mars, jeudi, il sera proposé donc 2 films qui sont sortis en 2012. Le premier qui s'intitule La Place, et c'est un film d'Emery Tia Letaji et Alphonse Katé. Et le second film, lui, s'intitule Le thé ou l'électricité, et c'est un film de Jérôme Lemaire. Plus d'infos
vous pouvez contacter la médiathèque de Poindimier qui vous renseignera. Et vous êtes attendu sinon à partir de 17h30 pour les projections. Et cette fois-ci, on se dirige du côté de Nouméa pour parler de l'exposition Femmes au cœur du conflit. Oui, Élise, c'est ça. 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et le premier vote des Françaises, eh bien, le musée de la Seconde Guerre mondiale en Nouvelle-Calédonie propose cette expo qui a été conçue en partenariat avec l'Université de Nouvelle-Calédonie. C'est un beau retour en arrière et ça permettra eh bien, à beaucoup d'entre nous de découvrir ce qu'était le quotidien de ces femmes à cette époque et comment elles sont entrées eh bien, dans le monde du travail avec justement l'armée française. En fait, c'est grâce à l'armée française que ces femmes sont entrées dans le monde du travail. Voilà, un peu pour l'histoire. Mais bon, on ne va pas tout dévoiler, on va laisser le soin à tout le monde d'aller visiter cette expo et de découvrir tout ça eh bien, en images. Et cette exposition est visible jusqu'à quand? Eh bien, vous avez jusqu'au 8 août prochain pour aller visiter cette expo. Et ça se passe au musée de la Seconde Guerre mondiale, au centre-ville. C'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Alors, n'hésitez pas à y aller en famille, vous pouvez emmener les enfants, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a un espace qui leur est dédié, qui s'appelle le Salon Mini, en hommage justement à la figure féminine qui a été créée en 1942. Et dans ce salon, eh bien, il y a plusieurs activités ludiques qui sont proposées aux enfants. Alors, n'hésitez pas, allez-y en famille. Voilà, merci donc Anna pour toutes ces informations et puis on te retrouve demain. Avec plaisir, à demain. Quant à nous, on retrouve Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, dans ces sports, on parle d'escalade, un sport qui fonctionne bien dans l'ensemble du pays. Ah oui, ça c'est clair. Bonjour Élise et bonjour à tous. L'escalade gagne du terrain et justifie donc la venue du mondial ici au pays. Alors si pour la première fois de son histoire, le dossier calédonien a été retenu donc pour organiser les championnats du monde junior d'escalade qui se sont déroulés, je le rappelle, en septembre dernier, l'escalade du pays s'est toujours développée de manière constante. Une progression donc valorisée par la performance des grimpeurs calédoniens en équipe de France, toujours durant cette Coupe du Monde en septembre dernier. D'ailleurs, le sélectionneur François Legrand avait apprécié leur performance et il espère, je cite, les voir un jour participer aux compétitions nationales et internationales, histoire d'engranger davantage d'expérience. Alors, est-ce que son souhait a été entendu? Alors, est-ce que les grimpeurs Kagou ont la possibilité de participer aux compétitions nationales et internationales? Voici la réponse de Philippe Boquet, c'est le président de la Ligue calédonienne d'escalade. Alors la réaction elle est forcément positive, c'est exactement le fruit du travail qu'on a mené pendant quelques années. C'est aussi le fruit du travail de l'année 2014, donc ça c'est très très positif. Quant à la participation de nos compétiteurs sur le circuit national, bien sûr qu'on va essayer d'envoyer nos meilleurs grimpeurs sur le circuit national. Alors deux problèmes se posent bien évidemment, hein, ce sont les problèmes de transport et de coût. On a un jeune qui va partir probablement sur la Coupe de France et qui restera calédonien mais qui va partir faire des études en France et qui concourra pour le compte de la Nouvelle-Calédonie en métropole. Et donc ça déjà c'est très très positif. Il va intégrer une section d'entraînement et j'espère à terme de l'équipe de France. Ça c'est l'un d'entre eux. Pour les autres, évidemment encore une fois on sélectionnera les meilleurs pour qu'ils puissent participer à ce circuit. On a d'autres ambitions sur le plan régional avec les Australiens et les Néo-Zélandais. Il y a une autre piste qu'on va explorer probablement dès cette année, c'est le Japon, puisque les Japonais ont fait une très très belle prestation sur ces championnats du monde. Et on a tout intérêt à ce qu'ils viennent s'entraîner, d'ailleurs c'est leur souhait, conjointement avec l'équipe de Nouvelle-Calédonie sur des stages ponctuels d'entraînement durant l'année 2015. Voilà, donc on s'aperçoit aussi que les structures du pays n'hésitent pas à solliciter les institutions. Notamment en province nord, Élise, avec le club du célèbre site des falaises de Notre-Dame de Koumak, en sollicitant l'exécutif nordique, le club a pu envoyer en métropole Cédric Becker pour décrocher son CSAE, qui est le certificat spécial d'activité d'escalade. Il devient ainsi le deuxième professionnel de l'escalade du pays à être titulaire de ce diplôme qui lui permet d'occuper les fonctions d'agent de développement en province nord. Une bonne nouvelle pour une discipline qui, depuis la Coupe du Monde, connaît une augmentation du nombre de licenciés. Monitrice d'escalade, Ingrid Chantreux disait que les cours affichent complet.
Philippe Bocquet. On l'écoute, c'est toujours le président de la Ligue calédonienne d'escalade. Oui, on a évidemment une très forte demande cette année. Alors paradoxalement, ça correspond avec une année difficile sur le plan budgétaire pour nous, parce que 2015 va être une année de remboursement pour nous, puisqu'on a engagé beaucoup de frais sur ce championnat du monde. D'autant plus que pendant 8 mois, il n'y a pas eu d'activité, j'allais dire de rentrée d'argent pour nous en 2014. Donc 2015, c'est une année difficile sur le plan budgétaire, mais sur le plan de la demande et des perspectives d'accroissement de nos licenciés, oui, ça va être une très belle année. Donc à la fois un plan positif, c'est la demande et la perspective de développement, et à la fois un plan un petit peu plus, j'allais dire, problématique, c'est l'aspect budgétaire, pour lequel j'espère on va trouver un certain nombre de solutions avec les institutions. Il y a des cours qui sont organisés? Tous les jours de la semaine, donc la seule structure artificielle du pays donc d'escalade accueille des clubs qui se partagent donc les créneaux horaires. Mais avant de découvrir ces entraînements, tout de suite, je vous propose que l'on se dirige vers la commune de Koumak à la rencontre de Cédric Becker, l'agent de développement. Cela fait un an qu'il occupe maintenant ses fonctions sur les falaises de Notre-Dame. Tout de suite, à vos baudriers. Mettre en sec et regarde. Et essaye de chercher des prises, et dès que c'est fait, tu nous dis qu'on tire. C'est bon? Attends, tu mets au sec. Là, on est au sec. Voilà, et après, tu sais, voilà. Mais il faut que tes pieds, tu tapes. Allez, Luna, Ne vois-tu pas, ignorant, toi qui cherches, c'est pourtant la gloire de Dieu est arrivée avec cette promesse de paix. Aujourd'hui, voilà, ce sont des enfants qui sont inscrits à l'OMS de Koumak, qui viennent faire de l'escalade lors des mercredis pédagogiques. Donc aujourd'hui, mercredi pédagogique dans le primaire, donc ils viennent me voir pour une matinée, on va grimper. C'est beaucoup de l'initiation avec eux, mais certains reviennent de mercredi en mercredi. Et donc avec eux, je vais déjà un petit peu plus loin, ils commencent à s'assurer un petit peu plus seuls, ils développent leur autonomie en escalade. Comment ça, il n'y a pas de prise? Ils ont oublié d'en mettre là? Allez, on va t'aider un petit peu, tu vas voir. Une fois que tu vas arriver au-dessus, là où il y a les racines des bagnants, tu vas pouvoir grimper plus facilement. Tu es prêt à prendre le mot? 1, 2, 3, oui. C'est magique. Remonte-toi par contre, remonte-toi. Voilà, là, c'est bon? Essaye de mettre ton pied. Ah là, normalement, tu devrais pouvoir repartir. Tu peux vers la gauche pour attraper les lianes. Essaye de monter là où il y a ta main. Va un petit peu vers la gauche pour attraper les lianes. Ah, il faut que tu ailles chercher la liane. La mission de développement, elle s'étend sur plusieurs axes. Donc il y en a un, évidemment, c'est faire pratiquer le plus grand nombre. Et c'est ce que je fais ce matin. C'est-à-dire de proposer l'escalade, la faire découvrir aux jeunes, aux adultes, à tout le monde, pour que l'escalade devienne un sport connu et pratiqué en province nord. Après, dans la mission de développement, il y a aussi évidemment développer les supports de pratique. Et ça, notamment ici, vous l'avez vu, ce site n'existait pas il y a une dizaine d'années vraiment. Aujourd'hui, il y a 150 voies, ça fait partie du développement. Et encore d'autres axes comme le fait de faire des grands rassemblements, le fait de soutenir des actions qui favorisent l'escalade. Voilà, quoi, un petit peu plein de choses. C'est assez vaste et puis on ne s'embête pas, quoi. On a des choses à faire. Il y a plein de prises à droite. Là-haut, là, sur le côté. Mets ton pied sur le côté. Pour l'instant, en Nouvelle-Calédonie, il y a une structure artificielle qui a été construite en 2010 à Magenta, donc sur la province sud. Et en province nord, depuis 2010 justement aussi, il y a un club qui fonctionne et qui lui grimpe sur les parois, les falaises à Koumak. Alors, si ça passe pas comme ça, on trouve une autre solution. T'as vu les prises là-bas? T'as des prises tout là, et après tu pourras rebasculer à droite. Vas-y, essaye par là. On lâche tout. Hop, c'est parti. C'est un site qui a commencé à être équipé. Les premières voies, elles doivent dater d'une dizaine d'années.
mais il y en avait très peu, donc très peu d'emplois aussi du site, peu de grimpeurs venaient. Et puis en 2012, il y a eu la première campagne d'équipement, où il y a eu 90 voies d'équipés, et aujourd'hui on en est à 150. Donc c'est un site qui a quand même pris de l'ampleur maintenant, il y a des touristes qui viennent, tous les grimpeurs de Calédonie viennent faire un tour par ici chaque année. Il y a un bon petit nombre de grimpeurs là qui vient, et ça commence à être pas mal fréquenté. Toi 2 points et moi 3 points. Bah oui, j'ai réussi là-haut. 0 points pour lui. Moi j'ai eu un point là, un point là et un point là. Ah oui. En province Nord, on est vraiment axé sur une pratique falaise pour l'instant, parce qu'on n'a que ces structures-là. Alors qu'en province Sud, ils bénéficient de la structure de Magenta, qui est donc une structure artificielle sur laquelle on fait des compétitions, de l'entraînement. Et donc ils ont une pratique qui est plus axée déjà sur la compétition que la province Nord. Mais attention à eux, parce qu'on arrive, et le jour où on aura une structure artificielle, on va venir les chatouiller un peu pendant les compétitions. On a 5 clubs actuellement affiliés. On a un petit nouveau qui s'appelle Dimbéa Escalade. J'espère qu'on aura à en reparler très bientôt, en tout cas pour l'année 2016, puisqu'on a un certain nombre de projets avec la mairie de Dimbéa qui souhaite se doter d'une structure artificielle d'escalade. Donc Dimbéa Escalade va certainement exploser en termes de licenciés. Une petite déception, c'est pour la foi qui ne s'est pas réaffiliée cette année, mais le club de Koumak par ailleurs est extrêmement actif, donc tout ça est très très positif pour nous et on espère peut-être un club sur Koné. Il y a déjà un club sur Koumak, peut-être aussi un autre club sur Pointe-Dimier et une réouverture pourquoi pas sur la foi. Il y a quelques jeunes qui sont bien motivés, qui font partie du club aussi, qui viennent s'entraîner avec nous et grimper sur les falaises. Après, il y a quand même une différence en termes techniques et de volume d'entraînement qu'on ne peut pas avoir sur une falaise et par contre on peut avoir sur une structure artificielle. Voilà, hop. Très bien. Prends les prises du haut, la prise suivante là-haut. L'autre au-dessus, la rose. Voilà. Change de pied sur celle-ci. Fais un petit changement de pied. Changement de pied. Alors nous on essaye tout simplement déjà de leur faire découvrir l'activité escalade pour qu'ils accrochent à ce milieu, qu'ils découvrent un peu tout le fonctionnement et la diversité de l'escalade avec tous ces différentes pratiques de manière à ce que ces enfants prennent appui sur ces écoles pour démarrer une activité, voire même faire des futurs champions par la suite. L'escalade en compétition ne se pratique que sur structure artificielle, comme on peut avoir à Nouméa où il y a eu les championnats du monde. Pour l'instant, en province Nord, on n'a pas de structure artificielle, mais c'est dans les tablettes, on va dire. On commence à en parler, on essaie de voir un petit peu ce qu'on peut faire et j'espère bien qu'un jour on aura une structure artificielle pour notamment faire de l'entraînement, de la compétition et pourquoi pas un jour avoir une équipe de province Nord, une équipe d'escalade avec des jeunes sportifs de la province Nord qui vont défendre nos couleurs à Nouméa et puis à l'international aussi, pourquoi pas. Voilà, donc les falaises de Notre-Dame, un site naturel, du coup, aucune compétition ne peut être organisée. En effet, Elise, aucune compétition ne se fait sur un emplacement naturel comme les falaises de Notre-Dame. Seules les structures artificielles peuvent accueillir les compétitions, donc les SAE. Pour pouvoir recevoir et organiser des événements de grande envergure, il faut que les clubs ou les communes se munissent d'une structure conforme aux normes internationales telles que le mur de Magenta. Alors là, on parle bien des compétitions, mais sinon, les cours peuvent se dérouler comme, on va dire, sur les falaises de Notre-Dame qu'au mur d'escalade. Voilà, en province Nord, Eric Becker, notre agent de développement qu'on a vu dans le reportage, propose des initiations tous les jours et puis des entraînements. Donc son entraînement est en train de s'étoffer petit à petit. Et si la discipline se développe bien, peut-être que dans les prochains mois à venir, il aura le même emploi du temps que ses homologues de Nouméa. Les cours affichent complets, le mur est tout le temps utilisé, scolaire, loisirs ou compétition. Chacun, comme je le disais tout à l'heure, dispose d'un créneau. Comme dans ce reportage, je vous propose de vivre un mercredi sur le mur d'escalade. No, 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 no. Oh, yeah. I'm in chains.
you're in change too. Alors, tous les clubs passent ici et je reçois de 5 à 7 ans pour les plus jeunes et de 13 à 15 ans pour les plus vieux. On a effectivement l'effet Coupe du Monde qui arrive sur la structure et ça permet d'avoir un engouement au niveau de l'escalade sur le territoire. Ah oui, c'est une très bonne chose parce que du coup on se retrouve avec pour les bénévoles une envie de bien faire et de donner au public une plus grande connaissance de ce sport qui nous est cher. Restera pour nous à finir et à boucler cette année sur des bénéfices et pas sur des déficits. Voilà. I'm in chains, you're in change too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Voilà, à Koumak ou à Nouméa, on s'aperçoit que la discipline est présente sur presque la totalité du territoire, sauf aux îles Loyauté. Je vous propose que l'on fasse un état des lieux de cette discipline, toujours avec Philippe Bocquet, le président de la Ligue calédonienne d'escalade. Les structures artificielles d'escalade ont été créées pour cette raison-là, notamment, c'est de pouvoir permettre aux clubs et aux licenciés d'avoir une activité soutenue, j'allais dire hebdomadaire, voire quotidienne, pour avoir une formation de qualité, de sorte de pouvoir ensuite accéder aux sites naturels qui sont nombreux sur la Nouvelle-Calédonie, qui demandent encore à être équipés. C'est un gros travail qui a commencé de manière extrêmement précieuse, Frédéric Salle, et elle va se continuer. Mais pour sûr, il est évident que les SAE sont les meilleurs supports pour le développement de l'escalade. Voilà, on termine, Jamie, avec les prochaines échéances. Donc, il y a le début du championnat qui est prévu pour le mois de mai. Voilà. Les différents grimpeurs du pays se retrouveront sur le mur d'escalade de l'Université de Nouville. En effet, Elise, donc le championnat qui reprend, l'après-Coupe du Monde qui sûrement donnera un nouveau visage à la discipline avec des compétitions mieux organisées, donc qui seront peut-être plus suivies par les Calédoniens, surtout que l'escalade du pays est une discipline qui dispose de bons sites naturels pour y pratiquer, je vais y arriver, comme les falaises de Notre-Dame sur Koumak, et puis de bonnes infrastructures artificielles comme celle de Magenta, et puis celle de Nouville, où va se dérouler d'ailleurs la première journée du championnat. En 5 années d'existence, le mur d'escalade de Magenta a enregistré 170 000 passages, voilà, de bon augure pour une discipline qui vise l'organisation du mondial, toujours d'escalade, mais cette fois-ci de la catégorie des seniors, prévue pour dans 4 ans. Voilà, de bon augure. Merci, Jamie. Merci Elise et merci à tous. Allez, on retrouve la science et nous. Salut Mara. Salut Elise, salut à tous. À quoi ressembleront nos voyages du futur? Avec nos envies de grandeur, on s'imagine souvent que dans quelques années, nous prendrons nos vacances dans l'espace. L'industrie spatiale privée a beaucoup misé sur ce créneau depuis quelques années, comme chez Virgin Galactic, qui propose un baptême orbital d'une durée de 3 heures pour la modique somme de 200 000 euros. 200 000 euros, ça fait quand même 24 millions de nos francs. Hein. Et ils ont eu des clients pour ce baptême? Oui, ils ont eu des clients, puisque c'est un rêve quand même pour beaucoup de gens de pouvoir avoir la chance un jour d'admirer notre planète depuis l'espace. Et certains en ont les moyens. Environ 650 personnes se sont laissées tenter par ce futur périple à la frontière de l'espace. Mais ça ne s'est jamais encore fait, donc il n'y a eu que des astronautes qui sont partis, non? Oui, pour l'instant, ça ne s'est encore jamais fait. On en parle depuis longtemps, mais les vols commerciaux sont sans cesse repoussés. Et l'année dernière, en octobre, il y a eu un accident tragique pendant un vol d'essai de la navette Spaceship Two, donc de l'entreprise Virgin Galactic, qui devait, donc cette navette était censée amener les clients dans l'espace. Donc peut-être que vous vous en rappelez, cet accident a mis un sacré coup à l'industrie du tourisme spatial, forcément. Du coup, il n'y a eu pas trop de clients ces derniers temps. C'est sûr que ça a jeté un froid. Cet incident, il a quand même coûté la vie à un des 2 pilotes et sérieusement blessé le deuxième. À coup sûr, ça va retarder le démarrage du tourisme spatial. C'est pas encore demain qu'on pourra aller faire bronzette sur la Lune. Élise, le temps de regagner la confiance du public. Il va falloir en faire des vols d'essai, cette fois-ci sans incident si possible. Oui, mais voilà, il y a encore des accidents d'avion, par exemple. Il ne ferait pas mieux justement d'améliorer ça avant de vouloir nous emmener dans l'espace? Alors, ça reste un rêve pour beaucoup de gens, le fait de pouvoir aller dans l'espace. Et tant qu'il y a une clientèle, eh bien l'industrie essaiera toujours de combler la demande. Regarde, voler, ça a été un rêve pendant des milliers d'années pour les hommes. Et aujourd'hui, ça nous semble
tout à fait normal de prendre un avion pour voyager. Pourtant, il y en a eu des accidents quand les inventeurs essayaient de concevoir les premières machines volantes. Mais ils maintiennent quand même le projet alors, à ce point ils veulent envoyer des touristes dans l'espace? Ah oui, ça reste quand même un rêve pour beaucoup de gens et tant qu'il y a une clientèle, eh bien l'industrie essaiera toujours de combler la demande. Regarde, voler, ça a été un rêve pour les hommes pendant des milliers d'années et aujourd'hui, eh bien, ça nous semble tout à fait normal de prendre l'avion pour voyager. Et pourtant, il y en a eu des accidents quand les inventeurs essayaient de mettre au point les premières machines volantes. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'accidents d'avions. Ils devraient justement régler ce problème avant de nous emmener dans l'espace. Alors ça, c'est une question qu'on peut se poser. Quel sera l'avenir de l'aéronautique? Est-ce que le voyage du futur va vraiment se tourner vers le tourisme spatial ou pas? On travaille d'arrache-pied pour trouver les solutions techniques pour nous faire voyager dans l'espace, mais d'un autre côté, eh bien, c'est vrai, comme tu dis, les techniques qui nous permettent de parcourir la Terre, elles n'ont pas reçu de véritable innovation depuis longtemps. C'est vrai que quand on y pense, à part le Concorde qui était différent, les avions de ligne restent les mêmes depuis plusieurs années. Ils deviennent, on va dire, plus gros, par justement la A380. La A380, oui. Oui, mais ils ne sont pas vraiment plus performants, en tout cas pas plus rapides. Et oui, aux dernières nouvelles, on met toujours malheureusement 24 longues heures pour rejoindre la France depuis la Calédonie. C'est le gros défaut des voyages long courriers, ça nous prend énormément de temps, c'est fatigant et c'est souvent du temps perdu. Donc c'est un axe de travail important dans l'aéronautique. Des trajets beaucoup plus rapides pourraient réellement changer la manière dont on appréhende le voyage. Mais où est-ce qu'on en est? Ils vont nous faire voyager en fusée les prochaines années? Alors non, pas en fusée, toujours en avion, mais à vitesse Mach 8, c'est-à-dire 8 fois la vitesse du son, soit à peu près 10 000 km/h. En tout cas, c'est le défi que s'est lancé l'Agence spatiale européenne avec 16 partenaires. Depuis 2005, 17 millions d'euros ont été consacrés à la conception d'un avion hypersonique qui promet d'être hors norme sur bien des tableaux en plus de sa vitesse. Et si un jour on pouvait se rendre au Japon en à peine 3 heures? On regarde, gros plan sur l'avion hypersonique du futur. Les avions de ligne actuels sont à la fois sûrs et confortables, mais pourraient-ils voler plus vite, beaucoup plus vite? Les prototypes à l'étude abondent dans ce sens. Gros plan sur l'avion du futur. Quel type de fuselage, quel carburant et quelle empreinte écologique pour cet avion du futur capable de voler à plusieurs fois la vitesse du son? Autant de questions auxquelles on tend répondre un projet de recherche européen mené en coopération avec le Japon. L'objectif d'un avion grande vitesse par rapport à un avion conventionnel tel que nous le connaissons aujourd'hui est de pouvoir raccourcir les temps de trajet, et donc de pouvoir relier par exemple l'Europe au Japon en une durée d'environ 3 heures. Ces avions susceptibles d'atteindre Mach 5 voire Mach 8, soit 5 à 8 fois la vitesse du son, requièrent de toute nouvelle technologie de propulsion ainsi que des matériaux et un design de pointe. Chercheurs et industriels y travaillent d'arrache-pied. On peut imaginer toutes sortes de formes, mais au final, on aura toujours besoin d'angles prononcés et d'un design très aérodynamique. Sinon, la résistance de l'air sera trop forte et la poussée fournie par la propulsion ne permettra pas l'accélération du véhicule. Des maquettes d'avions sont placées dans ce tunnel long de 60 mètres afin d'évaluer leur résistance à la pression de l'air dans les conditions d'un vol hypersonique. Cette soufflerie peut générer des flux d'air d'une vitesse extraordinairement élevée. Cela nous permet de simuler la rentrée atmosphérique de véhicules tels que la navette spatiale Orbiter. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous pouvons aussi simuler des vols hypersoniques à Mach 8 à 30 km d'altitude. Les instruments de mesure ultra sophistiqués sont fin prêts à recueillir l'ensemble des données aérodynamiques en une fraction de seconde. Les tests peuvent débuter. Comment les passagers se sentiront-ils dans un avion hypersonique? En réalité, ce ne sera pas très différent d'un vol conventionnel. Seul le facteur temps changera. Le trajet sera raccourci de 20 à 30 minutes. Le vol restera toujours aussi agréable et les passagers pourront profiter de l'accélération et du passage du mur du son et au-delà. Autre défi majeur à relever, le choix du carburant.
Plusieurs options sont à l'étude, dont l'hydrogène liquide qui ne produit pas d'émissions de CO2 et qui pourrait également être utilisé dans le processus de refroidissement de l'appareil. Il faut que l'on développe des systèmes de propulsion opérationnels depuis le décollage et jusqu'à une vitesse de Mach 5. Mais voler à Mach 5 signifie une structure très chaude pour le moteur. Pour réduire la température, notre solution passe par le refroidissement de cet air chaud grâce à l'utilisation d'un carburant très froid. Dans cette autre soufflerie, on teste des céramiques spéciales à même de résister à des températures extrêmes. Un matériau qui pourrait servir à protéger les bords d'attaque de l'hypersonie mise à rude épreuve par une température de plusieurs milliers de degrés Celsius due au frottement de l'air. L'objectif est de minimiser les flux de chaleur afin que la température ambiante dans la cabine passager soit équivalente à celle que l'on a lors des vols conventionnels. Alors, et sans même parler du prix, quand pourra-t-on acheter un billet pour un vol hypersonique? L'horizon de temps que l'on se donne pour aboutir à un produit éventuel serait de 2040 ou 2050, avec une forte dépendance à l'évolution technologique. Voilà, donc on l'a bien compris, hein, c'est pas pour tout de suite qu'ils fassent bien leur travail, hein, parce que sinon, j'espère que ça va pas trop se transformer en crash hypersonique, hein, tout ça. Hein. Bon, et sinon, en ce qui concerne justement l'avion du futur, est-ce qu'il y a d'autres axes de recherche qui sont explorés? Mis à part la vitesse de déplacement, oui, il y a d'autres évolutions qui sont envisagées. Est-ce que ça te dirait, par exemple, Élise, de voyager dans un habitacle complètement transparent, de flotter au-dessus des nuages? Je ne sais pas, ça fait un peu bizarre, mais comment ça, transparent? C'est possible ça? Alors, en tout cas, c'est l'impression. Ouais. En tout cas, c'est l'impression qu'on devrait avoir en montant à bord du windowless Fuselage, un avion futuriste qui a été imaginé par la société d'ingénierie britannique Center for Process Innovation. En fait, les hublots seraient remplacés par des écrans géants qui projetteraient via des caméras installées partout sur l'appareil la vue qu'on aurait si on voyageait dans un habitacle totalement transparent. En tout cas, ça serait vraiment impressionnant, hein, ça va donner des sensations bizarres et surtout des sensations fortes. Ah oui, c'est clair, des sensations fortes en perspective, là je pense, mais aussi des avions plus légers, avec un fuselage plus fin, ce qui est rendu possible par l'absence de hublots. Et qui dit léger dit moins gourmand en kérosène et donc moins coûteux. Et on peut espérer voyager dans combien de temps comme ça? Alors, d'après les concepteurs, d'ici une dizaine d'années, ce serait possible, donc peut-être qu'on le verra. Après, d'ici 2050, les autres objectifs que souhaiterait atteindre le Conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe, ce serait de réduire les nuisances du transport aérien de 75% pour les rejets de gaz carbonique, de 65% pour le bruit et de 90% pour les rejets d'oxyde d'azote. Bon, en effet, plus rapide, plus écolo, plus agréable. Donc, les avions du futur donnent envie de voyager. Mais il y a un gros inconvénient. Quand on voyage, on va dire sur des longues distances, il y a le décalage horaire. Ça ne résout pas le problème, justement, toutes ces innovations. Alors, ces innovations-là, non, en effet, mais il existe désormais une solution, Élise, contre le décalage horaire après un voyage en avion. Les Retimers, une paire de lunettes qui aura nécessité tout de même 25 ans de recherche à une équipe de chercheurs australiens spécialisés dans le sommeil. Ces lunettes stimulent la partie de notre cerveau qui est responsable de la régulation de notre horloge interne. On regarde Retimer, les lunettes anti-jet lag. Décalage horaire, travail de nuit, dépression saisonnière des mots qui touchent des millions de personnes à travers l'Europe et le monde. Pour lutter contre leurs effets néfastes sur notre horloge biologique ou à tout le moins en limiter les symptômes, l'équipe du psychologue Leon Lack, spécialiste du sommeil à l'université Flinders en Australie, a mis au point ces dernières années les lunettes Retimer. Le principe est simple, les lunettes émettent une lumière bleu-verte qui stimule la zone du cerveau chargée de réguler nos rythmes circadiens, au premier rang desquels le cycle de sommeil et d'éveil. On s'est simplement rendu compte que les diodes luminescentes, qui sont très petites, convertissent avec une grande efficacité l'électricité en lumière, et si elles sont placées plus près des yeux, elles émettent suffisamment de lumière dans les yeux et constituent un outil de luminothérapie. Et donc, tout simplement, la source de lumière est plus proche des yeux et la taille de la source de lumière réduite.
L'autre avantage de ce dispositif de luminothérapie, c'est bien sûr qu'il est portable et donc rime avec mobilité, notion au cœur de nos sociétés modernes. Notre choix de diodes luminescentes bleu-vert repose sur nos importantes recherches pendant une décennie pour déterminer quelles parties du spectre lumineux ou quelles couleurs sont les plus efficaces pour modifier le rythme de l'horloge biologique. Et pour modifier progressivement cette fameuse horloge biologique, le fabricant conseille de porter ses lunettes quelques dizaines de minutes par jour. Eh bien, c'est la fin du décalage horaire, alors, et tout le monde peut y avoir accès? Alors, elles sont vendues environ 25 000 francs. Donc, pour les voyageurs réguliers ou pour ceux qui ont particulièrement de mal à surmonter ce décalage horaire, ça peut peut-être être un investissement intéressant. Voilà, bon, bah, après toutes ces inventions, il n'y a plus qu'à baisser les prix du billet d'avion. Comme ça, on pourra voyager tranquillement. Voilà, merci Mara. Merci à toi, Élise. Merci à tous. Au revoir. Salut Chloé. Salut Élise, salut à tous. Alors la première sortie ciné dont on parle aujourd'hui est une suite, la suite de Divergente. Donc Divergente 2, L'Insurrection, un film de Robert Schwenke. D'accord, donc ce n'est pas le même qui a réalisé justement le premier volet, comment ça se fait? Alors effectivement, c'est pas le même. Le premier volet avait été réalisé par Neil Burger, qui était aussi prévu d'ailleurs pour la réal du deuxième film, mais malheureusement il n'a pas pu assurer cette réal puisqu'il était en fait occupé par la post-production déjà du premier film. Donc un nouveau réal et des nouveaux acteurs aussi. Tout à fait, de nouveaux personnages et acteurs viennent enrichir le casting. On retrouvera donc Octavia Spencer en Johanna, chef des Fraternelles. Il y aura également Naomi Watts en Evelyn, chef des Sans Factions, qui est d'ailleurs devenue brune pour les besoins du film, on le voit sur cette affiche. Et puis Johnny Weston, qui incarne le rôle de Edgar, un Sans Faction qui est inventé par l'équipe scénaristique. Il a d'ailleurs joué dans Projet Almanach, un film qu'on a présenté récemment. Et on retrouvera aussi Daniel Dakim, que l'on connaît bien de la série Lost, et lui, il incarnera Jack Kang. Donc il y a eu plusieurs libertés qui ont été prises par le réalisateur par rapport au livre originel de Veronica Roth, et c'est comme ça que le personnage d'Edgar donc, a été inventé par l'équipe scénaristique. De plus, le cube, la boîte de Janine qu'on va voir au début de la bande-annonce, n'existe pas non plus dans le livre. Et puis il y a aussi des personnages qui sont absents de ce deuxième opus, des personnages importants comme Zeke, Shona, Fernando, etc. Et puis on retrouve par contre le personnage d'Uria, qui n'est pas directement nommé, mais qui sera tout de même présent aux côtés de Triss et Tobias et qui est incarné par l'acteur Keenan Lonsdale, qu'on va voir apparaître à l'écran. Et le premier film Divergente a très bien marché, il me semble. Oui, alors il a remporté 288 millions de dollars dans le monde entier, donc effectivement il a eu pas mal de succès. Et c'est ce succès-là qui a permis de mettre plus de moyens justement pour le deuxième volet. D'ailleurs, le paquet a été mis dans les décors, beaucoup plus variés que dans le premier, dans lequel on voyait presque qu'un seul décor, c'était la fosse des Audacieux. Donc là, dans Divergente 2, L'Insurrection, on pourra découvrir de nouveaux paysages. Alors ce film débute par exemple dans les champs luxuriants, et le dôme en nid d'abeilles construit autour d'un arbre. Ça, c'est dans le village des Fraternelles, donc ils seront en dehors un petit peu. Ensuite, ils iront chez les Sans Factions où ils découvrent là un univers extraordinaire qui est presque enchanté, à la fois fonctionnel et esthétique. Ils atterrissent ensuite au QG des Sincères où là, on va découvrir donc ces gens au style assez singulier, mais qui sont quand même des gens honnêtes. C'est ce qui les caractérise. Avant d'arriver, bien sûr, au laboratoire de Janine, chez les érudits. Donc, l'équipe des décorateurs a construit 3 décors complets en taille réelle. Le quartier des Fraternelles, ceux des Sans Factions et celui des érudits. Donc, des décors plus petits également ont été construits. La ferme des Fraternelles a été construite donc entièrement, je le disais, en 6 semaines. 200 ouvriers se sont affairés pour créer le dôme au centre de la ferme, une gigantesque structure en bois et en verre de près de 20 mètres de haut, c'est pas rien, et puis 30 mètres de diamètre. Et puis ils ont dû transformer les écuries, recouvrir les parkings et les trottoirs de terre, et puis planter des légumes et les fleurs du potager. Oui, un travail herculéen qu'ils ont réalisé là. Oui, et c'est pas que pour la ferme des Fraternelles, parce qu'il y a eu aussi le camp des Sans Factions qui a été construit donc sur un entrepôt et sur le parking à côté.
côté. Donc contrairement aux autres quartiers, celui des Sans-Faction est beaucoup plus coloré, un peu plus, rétro-futuriste. Et puis bon, ça grouille de vie, quoi. Hein. Donc c'est le seul endroit où là, on va voir des œuvres d'art. Il y a des tags, des graffitis, des fresques. Il y a de la couleur dans les quartiers et puis aussi dans les vêtements des personnages. Donc il a été ensuite construit le laboratoire des érudits, hein, entièrement construit pour le film. Par contre, lui, il y a eu un défi, ça a été un défi de taille pour la production, puisque là, le décor présente aucune ligne droite. Vous allez peut-être le voir dans la bande-annonce. Et donc, ça a nécessité un travail vraiment d'une grande précision. Et pour finir, plus de 700 costumes ont dû être créés afin d'habiller près de 400 figurants et les personnages principaux, bien sûr. Donc, c'est 5 fois ce qui avait été fait pour le premier volet. Donc, il y a eu un sacré investissement, hein, dans les décors et dans les costumes. Et puis également dans les cascades, les effets spéciaux. Pour info, Shailene Woodley, qui est donc personnage principal, a réalisé elle-même la majorité de ces cascades. Et puis Jay Courtney, qu'on va voir aussi à l'écran, lui, il joue le rôle de Eric. Lui, comme il est hyper sportif et athlétique, et ben, il a réalisé la totalité de ces cascades. Alors, pour la petite anecdote, il était tellement rapide que les dispositifs de l'équipe, hein, qui permettaient donc de filmer les acteurs en train de courir, par exemple, n'arrivaient même plus à le suivre, en fait. Donc, les caméramans, les véhicules électriques et même un octocoptère n'ont pas réussi à le suivre tellement il était rapide. Donc, ils lui ont demandé, en fait, à lui de réduire sa vitesse pour pouvoir qu'on puisse le shooter à la caméra, pour pouvoir le suivre. Donc, le résultat final sort aujourd'hui au cinéma, Divergente de l'insurrection, bande-annonce. Tu l'as trouvé. L'avenir que mérite notre peuple. Janine croit que cette boîte contient quoi, Caleb? Je n'en sais rien, mais elle teste les divergents. Elle cherche celui qui pourra l'ouvrir. Trouvez-les, tous où qu'ils soient. Janine va nous traquer jusqu'au dernier. Il est temps qu'on riposte. On n'est pas assez nombreux. On le sera. On est chez les Sans-Faction? C'est de la folie. Pour Janine, vous êtes tous de dangereux insurgés. En rassemblant nos forces, nous serions invincibles. Go! Plus personne ne doit mourir à cause de moi. Tris, aide-moi! Maman! C'est vraiment bon de te revoir. Qu'est-ce qu'elle veut faire d'elle? C'est le parfait cobaye. Il faut que tu sois forte. Tu es courageuse. C'est elle. C'est notre seule chance de sauver le peu de civilisation qu'il nous reste. Les périodes sombres imposent des mesures extrêmes. Commençons. Je ne vais pas vous combattre. Bien sûr que non. C'est toi que tu vas combattre. Voilà, donc très beau film à ne pas justement aller regarder, désolé. Et on enchaîne tout de suite avec un deuxième film, Chloé. Oui, alors la deuxième sortie dont je vais vous parler aujourd'hui est une comédie française réalisée par Dominique Farrugia intitulée Bis, avec Cadmerade et Franck Dubosc. Alors c'est l'histoire d'Éric et Patrice qui sont amis depuis le lycée. Et donc au fil des années, chacun a pris un chemin très différent. Donc d'un côté, on a Éric qui lui est sans attache, il multiplie les conquêtes. Et puis de l'autre côté, on a Patrice qui lui est père de famille, monogame, à la vie bien rangée. Donc après une soirée bien arrosée, les deux amis d'enfance vont se retrouver propulsés en 1986 alors qu'ils n'ont que 17 ans. Ce retour dans le passé est l'occasion rêvée pour tenter de changer les cours de leur vie. La question est,
Que vont-ils faire de cette seconde chance? Et bien évidemment, hein, les voyages justement dans le temps et le thème en ce moment au niveau cinéma, hein, c'est la mode. C'est vrai qu'on en parlait déjà la semaine dernière avec le projet Almanach, justement. Alors le pitch de Bis rappelle surtout celui de la comédie américaine La Machine à démonter le temps, sortie en 2010. Donc l'histoire d'une bande d'amis parachutée en 86 grâce à un jacuzzi et qui revivent leur adolescence, les plus belles années de leur vie. Et ici donc dans Bis, c'est après une soirée arrosée en fait que les deux copains se retrouvent propulsés à la même époque. Est-ce qu'ils ont déjà joué ensemble en fait, Gad Merad et Franck Merad. Et alors, ils ont tourné qu'une seule fois ensemble avant de travailler donc, sur Bis. C'était en 2004 avec le film Is No Good, sous la direction de Patrick Braoudé, mais dans Is No Good, les acteurs ne partageaient aucune scène en fait. Voilà, donc c'est vrai que ce sont deux acteurs comiques duo, hein. Voilà, qui sont quand même assez populaires. Hein. Ils comptent à leur actif plus d'une trentaine de films. Et par contre, Dominique Farrugia et Franck Dubosc, eux, se connaissent depuis longtemps. Dominique Farrugia, le réalisateur. Tout d'abord parce que le premier a produit en fait le spectacle du deuxième, mais aussi parce qu'ils ont collaboré ensemble sur plusieurs films, sur 3 films notamment. Alors, il y a eu donc Le Marquis et puis Bis dont on parle maintenant, mais Franck Dubosc a aussi été le scénariste de L'amour c'est mieux à deux, qui a donc été réalisé par Dominique Farrugia, un film avec Clovis Cornillac et Virginie Efira. D'accord. Alors, à quel genre de difficultés, ou plutôt de défis, ont-ils été confrontés pour réaliser ce genre de bond en arrière dans le temps? J'imagine que ça passe au niveau du décor. Oui, déjà, alors oui, effectivement, Elise, pour reconstituer déjà les années 80, Dominique Farrugia s'est inspiré du film Frantic, un film de Roman Polanski qui est sorti en 88. Donc, il s'en est inspiré pour les décors, puisqu'il se passe à Paris, en France. Mais il est aussi allé chercher du côté des films américains de John Hughes, un des plus grands scénaristes et réalisateurs de teen movie. On en a parlé aussi la semaine dernière. Un réalisateur américain des années 80. Et c'est pour ça, en fait, que lorsqu'on voit les deux acteurs, on va le voir dans la bande-annonce, hein, lorsqu'ils font un retour dans le passé, ils ont plutôt l'allure de lycéens américains que de lycéens français, vous le verrez. Et puis donc le réalisateur a aussi ajouté qu'il fallait d'abord déshabiller donc, les rues actuelles, des éléments en fait qui n'ont plus rien à voir avec 1986. Hein. Et puis donc il fallait ressortir donc par exemple les vieux bus de l'école, vous allez le voir, recréer un mobilier urbain de l'époque. Il fallait pas aussi perdre de vue que les années 80, c'était une époque bien moins consumériste que la société actuelle. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de panneaux publicitaires et puis de boutiques. Hein, voilà, par exemple, moins de pubs, alors c'est sûr. Et puis plusieurs scènes aussi ont été tournées dans le 9e arrondissement de Paris. Pourquoi ? Parce que c'est là où Dominique Farrugia en fait, a passé une grande partie de sa jeunesse en fait, dans les années 80. Donc c'est pour ça que le film s'inspire aussi un petit peu de sa vie personnelle. Et puis le challenge résidait également dans le casting, mais on en parle après. Je vous laisse d'abord découvrir la bande-annonce. On en parle tout de suite après. T'as vraiment des problèmes de riche, toi. Ça allait trop vite. Profiter de rien en définitive. Oh putain, je me suis fait flasher. Oh putain, l'enculé de sa mère. Quoi ? Moi, mes journées en ce moment. Tu sais que les serveuses, faut pas que les baiser. Faut aussi les payer. Je vous assure, tout le monde sera payé lundi. Même ceux que j'ai pas baisés. Oui, toi aussi. Je la prends quand tu veux, ta vie. Oh putain. Oh putain. Oh là là. Oh, ça faisait longtemps. Et donc, tu crois que les gens nous voient comme ça ? Bah oui, j'imagine. Vas-y, mets-moi une gifle. Quoi ? Comme ça, on saura si c'est vraiment nous. Les garçons, vous voulez petit déjeuner ? Je crois qu'on est vraiment dans la merde, là. Il y a 2 solutions. Soit on est en 86, soit on est à Valenciennes. Je crois qu'on est en 86. Oh, elle est mignonne, celle-là. C'est ma femme. C'est un peu plus. T'es pas jaloux, toi ? Oh non. C'est Eric. Patrice, j'ai bien réfléchi, j'ai une idée géniale. Bah attends, tu quittes pas. Et en 86, qu'est-ce qu'on va faire de mieux ? Qu'est-ce que tu fais ? Je me recoiffe. On peut tout refaire mieux. Je peux vous aider ? Oui, on voudrait voir Monsieur Claude Berry, le producteur de cinéma. On a plusieurs super idées de scénario à lui proposer. Première idée de scénario, c'est un gars qui travaille à la poste dans le sud. Pour le punir, on va le muter dans le nord de la France. Là où il fait froid. Là où il fait froid. Sûr, toi. C'est lequel, Zidane ? Ils disent les cheux à la place des queues. Alors on est d'accord, votre fils il est pas majeur ? Mon fils est un loupard. Un niqueur. On fait ça. On échange nos vies. Il est où, Eric ? Alors ça fait le grand, ça fait le mur. Il voulait baiser. Dans ton cul. Que petit
Petite seconde, monsieur Barclay. Désolé de vous déranger avec votre fille. C'est ma femme. Techniquement, tout s'est joué dans l'escalier de la cave. C'est ce qu'ils appellent le passage. Et tout sur ça? J'ai vu les visiteurs 1, les visiteurs 2, donc... Vous avez perdu les os? Mais t'es qui, toi? Je sais, je parais très jeune, mais je suis gynécologue. Ce sera nous dès demain. À nous le chemin. Voilà, donc sacré film, sacré duo. Donc, et pour revenir justement à ce que tu disais, j'imagine qu'ils ont dû lancer un appel au casting assez conséquent. Oui, Elisa. Alors, le défi, comme je le disais, résidait aussi dans le casting, puisqu'ils avaient en fait pour objectif de trouver déjà 2 jeunes adultes suffisamment ressemblants, de 18 à 20 ans, capables d'incarner les rôles de Eric et Patrick en 86, mais aussi, entre autres, un David Guetta jeune, un Zinedine Zidane ado et un Eddie Barclay d'environ 60 ans. Voilà, je trouve que pour les acteurs, le choix est plutôt pas mal fait. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour celui qui incarne par exemple Franck Dubosc jeune, il s'appelle Fabian Wolfram, pardon si j'écorche un peu son nom, Fabian Wolfram. Et je trouve qu'il est quand même pas mal ressemblant. Ouais, c'est vrai qu'il est ressemblant, un peu décoiffé, mais c'est pareil. Franck Dubosc. Voilà, Franck Dubosc en jeune. Voilà, et on termine justement avec les autres salles obscures du pays. Oui, alors cette semaine à la fois retrouvée Jupiter, le destin de l'univers, film d'aventure et de science-fiction réalisé par Andy et Lana Wachowski, les créateurs de la trilogie Matrix, avec Mila Kunis et Channing Tatum. Donc la séance est prévue aujourd'hui et demain à 17h30 et samedi 2 séances à 17h et 19h30. Et on poursuit avec les salles de Bourail. Et oui, pour Bourail, alors 2 films à l'affiche comme d'habitude qu'on a déjà eu l'occasion de présenter. Il s'agit de Bob l'éponge, un héros sort de l'eau, un film d'animation de Paul Tibbitt. Une séance est donc prévue aujourd'hui et une autre ce vendredi, le 20 mars. Voilà, donc pour le premier film. Le deuxième film, 50 nuances de Grey, romance érotique de Sam Taylor Johnson, adapté donc du roman à succès d'Erika Leonard James. Une séance est prévue demain, une autre est prévue samedi 21 mars. Voilà, merci Chloé, et puis on te retrouve vendredi. Avec plaisir, merci à tous, à vendredi. Allez, on retrouve notre rubrique Grandeur Nature. Bonjour Camille, alors tu nous parles aujourd'hui du Benchy Top, une maladie très grave du bananier. Bonjour Élise, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler de la maladie, j'ai envie de dire, la plus grave du bananier. Alors comment ça marche? En fait, c'est un virus qui se multiplie dans la sève et qui entraîne en fait un trouble de la croissance. Donc on va en parler un peu plus tard, mais la conséquence c'est que le bananier va mourir ou qu'il va donner en fait un fruit, un régime tout petit, atrophié. Donc c'est pas terrible, d'où la plus grande et la plus grave des maladies du bananier. Et comment fonctionne le virus? Alors le virus, comment ça marche? Eh bien en fait le virus va boucher les vaisseaux de sève et du coup le bananier meurt et c'est ça qui est dramatique. Et comment ça se passe pour la propagation en fait, du virus? Eh bien comment ça se passe? C'est le puceron qui se nourrit en fait de la sève du bananier qui est malade et donc il absorbe le virus et en fait quand il va absorber ce virus, il va devenir en fait le vecteur du Benchy Top, un peu comme le moustique avec la dengue. Et est-ce que le Benchy Top est présent dans d'autres pays? Oui, par exemple en Australie, dans le Queensland, la maladie est apparue en 1922 et en seulement 3 ans, eh bien, la production a gravement chuté, moins 97,5%. Il y a d'autres exemples comme celui-ci dans le Pacifique, par exemple au Samoa, eh bien, pareil, les conséquences de la maladie eh bien, sont dramatiques. Je vais donner quelques chiffres, hein. La maladie apparaît en 1956 et donc elle va passer la production va passer de 475 tonnes à 70 tonnes de 1958 à 1961, donc soit une baisse de 85,3% en 3 ans. Donc on le voit aussi, des conséquences dramatiques. Et en Nouvelle-Calédonie, eh bien là aussi c'est dramatique parce que la maladie, elle est présente sur le caillou et le premier cas a été détecté en 1999, donc plus tard, mais quand même elle est présente. Donc aujourd'hui, eh bien il y a une association qui est là pour informer et pour bien sûr limiter l'impact de la maladie à ce jour. Donc nous les avons suivis lors d'une journée de sensibilisation parce que c'est important de savoir ce qui se passe et comment on peut lutter. Donc regardez.
Depuis l'arrivée du Bunchy Top, le territoire a mis en place des moyens financiers pour lutter contre le Bunchy Top, d'abord sur le terrain. Depuis que la maladie est relativement installée, on s'est tourné plus vers une communication grand public, de manière à ce que chaque personne qui peut avoir du Bunchy Top chez lui soit sensibilisée à cette maladie, soit conscient du fait que c'est une maladie qui est grave pour les bananiers et donc pour la production de bananes, pour les producteurs de bananes, et que chacun doit agir pour détruire les pieds malades chez eux, parce qu'ils sont des foyers d'infestation possibles pour les producteurs de bananes qui en vivent. Donc on a lancé une campagne de communication grand public, des messages à la télé, des informations dans les foires, les fêtes, et dans différents supports médias, de manière à informer la population sur les symptômes et comment lutter. Non. Alors aujourd'hui, le Bunchy Top est présent dans la majeure partie du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc heureusement, il y a des zones qui sont encore relativement préservées. Donc soit qui sont complètement saines, donc comme les îles par exemple, et il y a des zones de grande production, donc comme Wegua et Puebo, qui ont été atteintes que récemment. On va regarder en fait sur le bananier les dernières feuilles qui sont sorties. On verra qu'elles sont plus courtes, plus fines. Le bord il va être jaune. On voit bien là le bord jaune fluo. Là aussi ça commence. Hein. Mais surtout sur cette feuille on voit bien. Et la feuille elle se recourbe sur elle-même. Hein, comparé aux autres. Là on voit elles retombent bien. Comme d'habitude là elles se recourbent. On voit bien le bord jaune. C'est pas toute la feuille qui est jaune. Ça commence de l'extrémité. Et ensuite ça va vers l'intérieur. On peut aussi toucher la feuille. On verra qu'elle est craquante. Elle craque là dans les mains. Une feuille d'un bananier sain, c'est pas comme ça, elle est beaucoup plus souple. Il y a un dernier critère déterminant de reconnaissance de la maladie. On va regarder par transparence la feuille au soleil. On la prend et on verra qu'on voit des tirets et des crochets qui descendent là le long des nervures. C'est les vaisseaux qui se bouchent. Ça, c'est le critère déterminant de reconnaissance de la maladie. On peut montrer ça aussi. Sur la tige, là, on voit des longs traits vert foncé. Ce que n'aura pas un bananier sain. On voit bien les vagues ici sur celle-là. Les pucerons, ils se cachent au cœur du bananier. Hein. On voit quelques-uns là. Donc je disais, c'est pas parce qu'on voit un puceron dans le bananier que le bananier est forcément malade. Hein. Il faut associer tous les symptômes. C'est comme ça qu'après on voit que notre bananier est atteint. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le bananier, c'est l'habitat naturel du puceron. Voilà. Donc même un bananier sain, on peut trouver des pucerons dedans. Le bananier, c'est une herbe géante, c'est pas un arbre, c'est une herbe géante qui est gorgée de sève. Et les pucerons du bananier, ils se nourrissent de cette sève, c'est leur alimentation. Ils se nourrissent de cette sève, c'est comme ça qu'ils deviennent les vecteurs du virus. Ils transportent en eux le virus du Bunchy Top. Et c'est le vent qui transporte les pucerons. Donc ça peut aller jusqu'à 100 mètres, 200 mètres. Et quand la colonie elle est trop importante dans le bananier, les pucerons ils naissent ailés. Donc là, le vent les transporte encore sur de plus longues distances, plusieurs kilomètres. Donc c'est pour ça que c'est une maladie qui est très contagieuse. Par rapport à la propagation du virus du Bunchy Top, il est important de ne pas transporter de plants qui sont malades. Le problème, c'est que souvent, on ne peut pas savoir à l'avance si un pied est malade ou pas. Donc il vaut mieux ne pas transporter de plants, en théorie. Et sinon de transporter des plants qui sont issus d'une zone qui est relativement saine, un champ où il n'y a pas de pieds qui sont malades. La seule chose qu'on peut faire contre le Bunchy Top, c'est de dessoucher un bananier infecté, donc vraiment enlever toute la souche du sol, et de couper à ce niveau-là pour brûler cette partie.
de manière à brûler les pucerons qui se trouvent au cœur du bananier. C'est tout ce qu'on peut faire, arracher et brûler les pucerons en fait. Moi, je viens de m'intéresser à tout ça, sinon je ne voyais pas tout ça. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Chez nous, on vit que des bananes. Enfin, on ne vit pas que des bananes, mais c'est quand même... on est des gros producteurs de bananes. Pouimbo, tout ça. Est-ce qu'on peut éradiquer le Benchley top? C'est une bonne question dans la mesure où effectivement on l'a envisagé à l'arrivée de la maladie sur le territoire en 1999. Donc c'était une possibilité. Aujourd'hui la maladie est pas mal installée, donc c'est un petit peu plus compliqué. Ou disons qu'aujourd'hui on peut envisager peut-être de limiter la pression sur certaines zones quand la maladie est peu installée. Et là maintenant on est dans une phase de responsabilisation. Donc le but là c'est que les gens ils apprennent à reconnaître les symptômes, comme on fait là en organisant des visites, pour qu'eux-mêmes puissent lutter à leur échelle. Et donc par exemple quand ils voient du Benchley top, on parle de personnes relais, parce qu'ensuite c'est ces personnes qui nous préviendront par exemple s'il y a du Benchley top par-ci par-là. Ben, nos vies ont toujours vécu comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est salarié. On puise à la terre nos ressources pour tous les jours, la vie de tous les jours. Les deux principaux organismes qui sont en charge de la lutte contre le Benchley top, c'est l'association Arbofruit qui s'occupe de toute la communication sur ce virus, que ce soit la communication grand public dans les foires, les fêtes communales, les grands marchés, essayer de diffuser le message sur un maximum de supports, à la télé, à la radio, et aussi d'informer les jeunes par le biais de diverses interventions scolaires. Ensuite, on a le groupement d'épidémiosurveillance qui, lui, est en charge d'essayer du moins de créer un réseau de surveillance autour de cette maladie. Comme je disais tout à l'heure, d'essayer d'avoir des personnes relais qui puissent nous orienter en cas de découverte d'un nouveau foyer infecté, pour pouvoir agir rapidement en termes de communication et ensuite de dessouchage. Alors Sidi, dans le sujet, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il ne faut pas faire en présence du Benchley top? Eh bien, il faut limiter la propagation. Donc, comment on fait pour limiter la propagation du virus? Deux gestes simples. Déjà, ne pas transporter de plants malades ou de plants qu'on pense être sains dans des zones saines. Et surtout, détruire les plants infectés. Alors, comme on vous l'a montré dans le sujet, mais petite précision, il est important de détruire le pied dès le premier signe de la maladie. En fait, si vous attendez, le virus peut déjà venir absorber la sève et continuer et contaminer les plants voisins. Alors justement, Camille, quelles sont les zones préservées? Préservées, pardon. Eh bien, les zones préservées, ce sont les îles et les îlots. Donc, c'est Ouvéa, Marais, Tiga, Bélep, donc des zones encore où les pucerons ne vont pas jusque dans les îles. Ils ne traversent pas encore le lagon. Donc, heureusement, continuez à en préserver ces zones. Et donc, il y a aussi certaines zones aussi de la Grande Terre qui sont un peu isolées, où là, ce sont donc des zones préservées. D'accord. Alors, du coup, on est capable de replanter des bananiers sains. Oui, alors deux solutions. Soit vous choisissez donc des rejets qui vous paraissent sains dans votre bananerie, soit, mais attention, la petite précision quand même, il faut les surveiller parce que s'ils paraissent sains et qu'ils sont en fait malades, bon, ça risque de contaminer le reste des bananiers autour. L'autre solution, c'est tout simplement de faire appel à un pépiniériste. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des pieds de bananes dans les pépinières, des pieds qui sont en fait tout simplement issus de vitroplan. Alors un vitroplan, qu'est-ce que
c'est? Eh bien, c'est un plan obtenu en laboratoire, donc on est sûr qu'il n'est pas malade, quoi. Très bien. Et sinon, est-ce qu'on peut faire appel à l'association Arbofruits si besoin pour Eh bien oui, alors il suffit de les appeler. On a un petit numéro, c'est le 42 34 44. Donc si vous découvrez un plan malade, si vous avez besoin d'aide, ils sont là pour répondre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres maladies en fait concernant le bananier? Alors oui, là aussi, il y a d'autres maladies graves comme le charançon du bananier. Donc c'est en fait un petit insecte qui se nourrit en fait de la bulbe ou des graines. Et la conséquence de l'action de cet insecte, c'est tout simplement la mort des racines et la fragilisation de la souche et donc la chute de plants. Il y a d'autres maladies aussi. Il y a le pyrale du bananier. En fait, c'est là aussi un petit papillon qui va en fait pondre dans la fleur du bananier et la chenille va se nourrir en fait de la peau des jeunes fruits. Et donc là, pareil, ça va donner en fait des fruits galeux et donc non commercialisables. Après, il y a une autre maladie, c'est le cercosporiose, c'est la cercosporiose, pardon. Elle est aussi appelée la maladie des raies noires. Donc là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un champignon, tout simplement, qui provoque des dégâts cellulaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la mort des feuilles. Et donc, toutes ces maladies, enfin ces 3 dernières maladies, peuvent être tout simplement soignés avec des insecticides, mais s'il vous plaît, naturels. Voilà, donc merci Camille pour toutes ces informations et on te retrouve lundi prochain. Merci Elise, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle quotidienne.